La Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle, bien sûr, de fermer ces appareils électroniques. Nous poursuivons les consultations particulières et les auditions publiques. Sur le projet de loi numéro 9 visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie, des personnes immigrantes. Je comprends qu'il y a consentement que le député de Rimouski, qui arrivera bientôt, remplace la députée de Marie-Victorin cet après-midi. Consentement. Je pensais que tu m'avais expliqué que je ne posais pas la question parce que je disais que je comprends qu'il y a consentement. Je vais y arriver. Je suis tout en train d'intégrer ça. Cet après-midi, nous entendrons les organismes suivants: la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je souhaite donc la bienvenue aux représentants de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Par la suite, nous procéderons à la période des échanges. Je vous ferai signe à 1 minute de la fin. Je vous invite donc à vous présenter et à débuter votre exposé. Merci. Alors, bonjour, mon nom est Michel Leblanc, je suis le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci de nous accueillir aujourd'hui sur ce dossier. Je vais présenter brièvement la Chambre pour certains d'entre vous. C'est peut-être un premier contact. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain va fêter ses 200 ans d'histoire en 2022, dans quelques années. C'est une des plus anciennes institutions non religieuses au Québec. La Chambre représente 7000 membres de la communauté d'affaires. C'est une organisation qui a comme mission d'être la voix du milieu des affaires de la métropole et d'agir aussi sur le terrain dans l'intérêt de la base d'affaires. Sur le dossier de l'immigration, la Chambre a pris acte et position sur ce dossier depuis maintenant plus de 10 ans. Nous avons non seulement pris des positions publiques, mais nous avons aussi lancé des programmes concrets. Je vais les présenter brièvement parce qu'ils sont importants et qu'ils donnent de bons résultats. Le premier programme soutenu par le gouvernement du Québec s'appelle Interconnexion. C'est un programme terrain qui vise à trouver des emplois à des immigrants qualifiés qui n'ont jamais eu d'emploi dans leur domaine de compétences. Donc, traditionnellement, ça peut être l'Algérien ou l'Algérienne qu'on a accueilli ici avec un diplôme d'ingénieur et qui a envoyé des CV qui n'a jamais reçu de réponse et qui est devenu, par la force des choses, devant gagner sa vie, chauffeur de taxi ou travaillant à nettoyer des édifices le soir. Et ce programme-là, donc, a pour mission de travailler avec des organismes terrain avec ces immigrants qualifiés, travailler avec les entreprises sur leurs besoins non comblés, les mettre en relation, et le taux de réintégration est de 70 %. C'est un taux élevé, c'est un taux qui aussi couvre de la petite entreprise, pas que de la grande. Le deuxième programme qu'on a maintenant s'appelle le jumelage linguistique. C'est un programme qui vise à aider à la francisation des commerçants sur rue dans les quartiers et sur les artères montréalaises, là où il y a peut-être des enjeux de francisation. C'est un programme qui met en relation des commerçants sur rue avec des étudiants de facultés universitaires pertinentes. Ces étudiants-là vont dans le commerce, durant les heures d'ouverture, à chaque semaine, pendant 3 mois, donner des cours sur du français approprié au type de commerce. Donc, c'est le nettoyeur avec un immigrant qui ne sait pas ce qu'un ourlet est ou bien faire un bar et qui finalement l'apprend. Et à travers ces apprentissages de français, on peut mesurer la progression. Et deuxièmement, c'est une campagne aussi dans les quartiers où il y a des écussons, il y a de la documentation qui dit « J'apprends le français, encouragez-moi ». Et c'est pour conscientiser la population que l'apprentissage du français, ça exige aussi qu'on aide cet immigrant qui apprend le français, soit en parlant plus lentement, en lui enseignant un nouveau mot par jour, et surtout pas en basculant dans la langue anglaise si on avait l'habitude de le faire. J'en parle pour dire que sur le terrain, nous sommes très actifs auprès des populations immigrantes. Je venais ici en me disant, et je pense que je vais vous dire à peu près des lieux communs que vous connaissez, mais ça vaut la peine peut-être de les répéter. Nous sommes aux prises avec une prise de conscience nouvelle pour le Québécois, qui est une double réalité. La première, on l'anticipait, mais le choc démographique est bien réel. Le vieillissement de la population, le resserrement sur le marché du travail est réel. Ça fait en sorte que, de toute façon, nous aurions connu à ce moment-ci un resserrement démographique avec une baisse du taux de chômage. C'est normal.
c'est un constat collectif qui est à faire tout simplement parce que même si on l'a vu venir, ces impacts sont nouveaux. Mais la deuxième prise de conscience, on n'est pas habitué. Économiquement, nous surperformons. Nous n'avions pas vu ça venir et on en est très heureux, mais il se crée beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup de projets qui mèneraient à de la création d'emplois. Il y a beaucoup d'investissements qui sont considérés qui mèneraient à des créations d'emplois. Ça accentue cet effet de pénurie. Dans la région de Montréal, à peu près tous les secteurs connaissent des pénuries d'emplois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens au chômage, mais ça veut dire qu'il y a un enjeu parfois d'adéquation entre ce que ces gens-là peuvent offrir et le besoin des entreprises. Deuxièmement, dans la région métropolitaine, ce qu'on s'aperçoit, c'est que progressivement, les bassins de travailleurs potentiels commencent à se tarir. Donc, on le voit, le taux de chômage chez les immigrants tend à baisser rapidement. Les écarts entre les natifs du Québec et les immigrants tendent à diminuer. Et ce qu'on présume, on n'est pas dans les régions, on voit les statistiques, on voit les manchettes, c'est que c'est un phénomène pan-québécois. Ce qui nous amène à dire que d'un point de vue autant des leaders de la communauté que nous pensons des élus et du gouvernement, il y a un devoir de lucidité, voir ce qui se passe, et il y a un devoir de leadership, expliquer, conscientiser les gens, non seulement à la réalité de ce qui se passe, mais aux solutions qui doivent être mises de l'avant. La position de la Chambre est la même depuis plusieurs années. D'abord, bien réussir la sélection, et nous avons appuyé entièrement le processus qui a été proposé d'y aller par déclaration d'intérêt. Ça présuppose, selon notre compréhension, d'abord que l'immigrant présente très clairement son projet d'immigration, ce qu'il peut apporter à la société, ce qu'il propose, et ça implique que nous sachions clairement quels sont nos besoins. Et dans cette proposition de système à déclaration d'intérêt, il y avait une promesse qui a été faite, et je pense qu'elle reste en partie à remplir, et c'est d'être capable de bien détecter relativement en temps réel les besoins qui existent. Et la deuxième composante, qui est les besoins à venir. Parce qu'évidemment, il pourrait y avoir de la myopie sur les besoins immédiats, mais on sait que les changements technologiques et les nouvelles réalités vont changer les besoins après un certain temps. Deuxième, évidemment, élément de la stratégie pour nous qui est très clair, c'est de réussir l'intégration. Et réussir l'intégration, dans notre perception à nous, c'est surtout pas de dire à l'immigrant « c'est à toi de trouver ta route », mais c'est à la société d'accueil de l'aider, de l'accompagner. Nous le faisons avec des immigrants qualifiés déjà sur le territoire. Nous avons, et je vais y revenir, des propositions qui nous permettraient d'étendre ce qu'on fait à des nouveaux cas d'immigrants. Et ça permettrait d'utiliser des ressources compétentes que nous avons pour répondre à ce besoin des nouveaux immigrants d'accompagnement vers les bons emplois. Nous avons aussi dit, à travers notre programme Interconnexion et à travers toutes nos propositions, que nous serions très disposés à contribuer à la régionalisation de l'immigration. Et donc, par le biais de passerelles, nous qui trouvons des emplois pour des immigrants qualifiés dans la région de Montréal, nous serions très à même d'aider dans les régions, lorsqu'il y a identification de besoins en travailleurs qualifiés, de transmettre les dossiers, éventuellement de faire en sorte que des autobus d'immigrants qualifiés puissent aller dans les régions. On l'a proposé. Ça avait déjà été envisagé dans le cadre d'un budget antérieur qui avait été déposé par le ministre des Finances de l'époque, Raymond Bachand. Et dans les régions, les organismes qui avaient été identifiés à ce moment-là n'avaient pas répondu. Donc, nous étions ouverts. Je pense qu'on peut faire plus, mais ça prend un interlocuteur dans les régions qui peut aider à détecter les besoins. Et nous, de par notre programme, on pourrait identifier des immigrants qualifiés qui iraient vers ces régions. La dernière position que nous avons toujours défendue, qui n'est pas neuve, c'est de dire qu'on peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. Et donc, on peut réussir l'intégration tout en admettant qu'on en a besoin de davantage. Notre position qui n'a pas changé, c'est que le Québec devrait se diriger vers un nombre d'immigrants qui correspondrait à son poids dans le Canada, pour être dans le poids de l'immigration canadienne, qui correspondrait à environ 60 000 personnes. On a pris acte de la décision du gouvernement de réduire à 40 000. On a surtout pris acte du mot « temporairement » qui a été assigné à cet objectif. Et pour nous, c'est fondamental. Si nous devions devant nous avoir une dynamique où les seuils d'immigration sont plus faibles, je nous le dis, on s'appauvrirait collectivement, on mettrait en péril des investissements pour le Québec et des sociétés québécoises présentement envisageraient d'investir ailleurs plutôt qu'au Québec, étant inquiètes sur la disponibilité de main-d'œuvre. Finalement, les recommandations qui sont dans le mémoire sont assez simples et vont refléter ce que je viens de dire. D'abord, en ce qui a trait à la sélection ou aux critères de sélection,
comme je le disais, le système par déclaration d'intérêt présuppose qu'on sache clairement quel genre de compétences on aimerait accueillir ici, quel genre de besoins on a. Et ce mécanisme-là de consultation, pour nous, n'est pas clair. Et s'il n'est pas clair pour la Chambre de commerce, je peux vous dire que les entreprises ne savent pas comment communiquer au gouvernement les besoins qu'elles auraient en termes d'immigrants immédiats ou dans le futur. Et je pense que cette solution-là, on doit la clarifier, on doit la mettre en œuvre et la Chambre de commerce est prête à aider. Il vous reste une minute. D'une minute. Je vais aborder un sujet rapide. La mesure de transition. C'est clair que dans notre esprit, les... Le ministre vous offre ces minutes. Je vous remercie, M. le ministre, c'est généreux. C'est clair dans notre esprit que dans le cas des fameux 18 000 dossiers, on ne devrait se priver de personne qui est au Québec, qui est compétent et qui désire être ici. Et donc, dans notre esprit, on accueille extrêmement favorablement ce que nous avons compris que le premier ministre a annoncé ce matin, qui est de dire, pour ceux qui sont ici, on va s'arranger pour que ça se passe vite. S'il y a besoin de faire une déclaration d'intérêt, de leur part, ça va se faire immédiatement et on va les traiter rapidement, ces dossiers-là. Pour nous, c'est une évidence. Je vous dis, des entreprises à Montréal qui auraient des travailleurs qui seraient dans leur bureau et qui seraient soumis à une inquiétude sur leur statut, ça va juste créer de la frustration immense. Je pense que d'un point de vue de conscience, et je ne sais pas si l'État a le droit d'avoir une conscience et une morale, mais les candidats à l'étranger qui se sont soumis à ce processus-là devraient être invités, à tout le moins, à déposer rapidement et facilement une déclaration d'intérêt. Et on devrait tenir compte du fait que ces gens-là, à travers le temps, avaient déjà signalé leur désir de venir. Ce serait de l'ordre, à notre avis, d'un contrat moral à respecter avec eux. Une fois que j'ai dit ça, deux autres propositions qui sont faites. La première, c'est que notre programme Interconnexion, par lequel on travaille avec des travailleurs qualifiés étrangers, pourrait être étendu à des étudiants qui sont dans nos universités. Et dans le même rappel où on appelle des entreprises pour savoir s'ils seraient ouverts à accueillir un travailleur stratégique ou un travailleur qualifié immigré, on pourrait vérifier s'ils ont besoin de stagiaires qui seraient des étudiants étrangers. On ferait ça en collaboration avec Montréal International, qui travaille déjà avec les étudiants étrangers. On pourrait le faire aussi pour les conjoints des travailleurs temporaires. Et donc, dans le cas où il y a des travailleurs temporaires qui viennent ici avec leurs conjoints, hommes ou femmes, on pourrait contribuer à ce que, rapidement, ce travailleur temporaire puisse être intégré et ça accentuerait à ce moment-là les chances qu'à la fin, les deux décident de rester. Dernier point, et merci, M. le ministre, encore pour votre temps. Je pense que l'approche du gouvernement, à travers la mise en œuvre de cette loi, devrait se faire avec des organismes actifs sur le terrain. Je l'ai souvent dit, pourquoi Interconnexion fonctionne en partie? C'est que c'est plus facile pour quelqu'un des ressources humaines d'une petite entreprise de nous révéler son inconfort face à un travailleur immigrant ou face aux immigrants, parce que nous ne sommes pas du gouvernement. Et ça crée un échange où ça nous permet de converger vers la possibilité qu'il reçoive ses CV, qu'il s'aperçoive que la ressource dont il a besoin est un immigrant et qu'il l'embauche. Et je dis donc que là où le gouvernement peut faire parfois en faisant faire par d'autres, ça donne de meilleurs résultats. Je vous remercie. Merci pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Leblanc, bonjour. Merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. Commençons tout d'abord par les personnes qui ont déposé leur dossier dans le programme régulier de travail qualifié, les 3 700 demandeurs principaux qui, au moment, étaient présents sur le territoire québécois. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de personnes sont toujours présentes. Ce matin, j'ai réaffirmé la volonté du gouvernement de les traiter en priorité, de déposer une demande de déclaration d'intérêt dans le système ARIMA et qu'ils seraient invités prioritairement et qu'on analyserait leur dossier prioritairement. Ça, on vous entend bien. Je pense qu'on se rejoint là-dessus. Cela étant dit, d'ici le projet de loi, on a annoncé aussi que les dossiers allaient être traités. D'ici l'adoption du projet de loi, les dossiers vont être traités comme c'était le cas avant le dépôt du projet de loi. Lundi, il est arrivé un événement à la Cour, alors on a annoncé très certainement que nous allions continuer le traitement. Et donc, et en ce sens-là, je vous rejoins. Pour les 14 000 autres dossiers, on invite les gens déjà à déposer dans ARIMA parce qu'on veut utiliser le nouveau système basé sur la déclaration d'intérêt. Et ce que je note dans votre mémoire, c'est que vous êtes en accord avec le fait que maintenant, on arrime les besoins du marché du travail avec le profil des candidats. Fait que là-dessus, j'espère vous rassurer avec le message gouvernemental qu'on va livrer.
La question de la régionalisation, tout à l'heure, ça m'intéresse ce que vous avez dit par rapport au fait que vous disiez que vous aviez une entente avec certains organismes. Finalement, ça n'a pas marché pour amener des travailleurs dans les différentes régions. Pourquoi ça n'a pas marché? Puis, pouvez-vous nous en dire davantage là-dessus? C'est le genre de réponse qui ne me fait pas des amis. La réalité, c'est que le programme Interconnexion a grossi, toute la logique de ce programme, c'est qu'il y a des organismes terrain qui détectent sur le terrain des immigrants qualifiés qui sont sous-utilisés, qui sont surqualifiés. La Chambre n'a pas des chapitres dans la communauté portugaise ou ici et là pour les détecter. Nous travaillons avec les entreprises et là, on trouve chez les entreprises des besoins non comblés, on met ça en relation, on est des marieurs. À l'époque, Raymond Bachand avait dit, Michel, peux-tu faire ça avec des chambres de commerce? En fait, moi, j'avais proposé qu'on le fasse, mais je n'avais pas identifié que ce serait des chambres de commerce. Et lui est arrivé, donc, avec la proposition, dans le budget, c'est écrit que nous allions travailler avec la Chambre de commerce de Trois-Rivières, de Québec, de Hull, de Sherbrooke. Et à mon avis, la petite erreur, c'est que c'est pas clair que les chambres de commerce à l'extérieur de Montréal sont toujours le meilleur agent pour livrer ça. J'en prends pour, à l'époque, c'était clair dans notre esprit que Québec International, par opposition à la Chambre de commerce de Québec, aurait été plus apte à ce moment-là à livrer cette passerelle. Le deuxième élément, c'est que souvent, quand le gouvernement nous a interpellés sur l'interconnexion, ce qu'il voulait, c'est créer des interconnexions à l'extérieur de Montréal. Or, qui dit interconnexion, dit qu'il y a des bassins d'immigrants qualifiés qui ne trouvent pas de job à Sherbrooke ou à Trois-Rivières, ce qui n'est pas la logique de ce qu'on proposait. C'est le bassin, 86% des immigrants sont dans la région de Montréal. Donc, c'est-à-dire, on va contribuer à identifier dans la région de Montréal, via des organismes, des immigrants qualifiés. Et là, trouvons en région l'intégrateur des besoins d'entreprise. Et nous, on était prêts à communiquer. Et derrière ça, ce qu'il y a comme message qui est important, c'est que la base d'affaires de Montréal nous disait, Michel, on ne va pas essayer de garder nos immigrants. Si sur le territoire du Québec, il y a un job qui est plus approprié pour certains immigrants, tant mieux qu'il y aille. Et derrière ça, il y avait une volonté, puis on peut convenir que c'est encore un défi, c'est que tout le monde à travers le Québec voit l'immigration comme une solution. Et si on garde les immigrants dans la région de Montréal, dans les régions, c'est plus lent le processus de voir l'immigration comme étant une solution. Dans le cadre du nouveau système, on veut donner la priorité, entre autres, à la régionalisation, notamment par le fait de dire, bien, on pourrait prioriser ceux qui ont une offre d'emploi validée en région davantage. Il y a toujours la difficulté de s'assurer que la personne demeure dans la région et migre pas nécessairement vers Montréal. Montréal est très attractif pour les populations immigrantes. La Ville de Montréal est venue hier nous dire écoutez, nous aussi, on a des grands besoins dans nos différentes entreprises. Comment est-ce qu'on réconcilie ça là, pour s'assurer que... La prémisse, au départ, elle est gratigne. La prémisse qui serait de dire on va à travers un bassin fermé d'immigrants en choisir pour les régions, ça veut dire qu'on présuppose qu'on en choisit moins pour les besoins des entreprises de la région de Montréal, ça gratigne tout le monde. Qu'on se dise qu'on veut augmenter en se disant qu'on va identifier une catégorie d'immigrants qui va rentrer par un programme de régionalisation. Donc, il y aurait la possibilité, dans un premier bassin, de venir à Montréal, dans un deuxième bassin qui s'ajoute d'aller directement dans les régions. Je ne pense pas que moi, j'aurais énormément de réticence dans la communauté d'affaires, si et seulement si les besoins des entreprises de la région de Montréal peuvent être comblés par l'immigration. Après ça, quant à la rétention en région, moi, j'ai l'impression qu'il y a un énorme effort à faire de comprendre les besoins des immigrants. Et qu'à partir du moment où les besoins des immigrants sont compris, autant pour des Québécois, ça peut être agréable de vivre à Chicoutimi ou de vivre à Rimouski, autant pour des immigrants, ça va être agréable de vivre à Chicoutimi ou Rimouski. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'on soit sensible aux réalités de l'immigrant à Chicoutimi et à Rimouski, ce qui est de facto le fait à Montréal dans des quartiers. Puis c'est ça qui fait l'attraction de Montréal. Les immigrants restent à Montréal parce qu'il y a des emplois, mais souvent, le meilleur emploi n'est pas nécessairement là. Mais le quartier, la boucherie halal, etc., ça a une valeur pour l'immigrant. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Entre autres, c'est pour ça que dans le projet de loi 9, on va mettre un parcours personnalisé pour accompagner en matière d'intégration, de francisation, et ce, dès l'étranger. Et on veut étendre aussi les services qui sont donnés aux travailleurs temporaires, parce qu'actuellement, ils ne sont pas admissibles. Et là, on vient étendre les services à eux aussi. Tout à l'heure, je vous entendais dire les conjoints. C'est important aussi. C'est un facteur d'intégration extrêmement important. Puis on veut offrir des services de francisation, d'intégration aussi aux conjoints. L'État a un rôle à jouer, les communautés aussi, mais le ministère de l'Immigration a aussi un rôle à jouer à ce niveau-là. On déborde un peu là, les travailleurs étrangers temporaires.
Nous, notre désir, c'est de s'assurer que s'ils répondent aux besoins du marché du travail, on puisse les permanentiser. Pour vos membres, là, chez vous, au niveau de la flexibilité du programme des travailleurs étrangers temporaires, j'imagine que vous voulez davantage de flexibilité à ce niveau-là? Oui. En fait, c'est comme si le mindset qu'on doit avoir, là, c'est quiconque veut venir chez nous et est compétent et qui peut répondre à un besoin, là, on devrait dire oui. Puis si on peut les rentrer parce qu'ils sont temporaires au début, tant mieux. Et là, on fait tout pour les convaincre de rester. Donc, ça devrait être le conjoint, la famille, la fluidité du processus vers devenir permanent. On est dans une situation où on est en pénurie et ça affecte nos volontés d'investir. Et en même temps, le Canada, dans sa réputation planétaire, trône dans la stratosphère. Alors, si nous, on est perçus comme étant plus refermés, ils vont vouloir venir, puis ils vont aller encore plus à Toronto, puis encore plus à Vancouver. Donc, on est vraiment dans accueillir les travailleurs temporaires, leur donner de la flexibilité, faire en sorte qu'on les garde. Et si ce n'est pas dans l'employeur initial, c'est pas grave. On en a besoin. Je reviens à l'immigration permanente. Certains disent qu'on devrait accueillir uniquement des candidats francophones à l'entrée. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut donner les opportunités à tout le monde, dans le monde entier, basées sur leur profil de compétences, puis que par la suite, l'État québécois déploie les ressources pour amener la francisation, amener l'intégration. Est-ce que de quelle école la Chambre est Écoutez, je vais vous prendre l'exemple extrême. Si on impose la connaissance du français, il n'y a pas de super grade en intelligence artificielle à Montréal et il n'y a pas de trajectoire phénoménale qui s'en vient en intelligence artificielle au Québec et pas juste à Montréal. C'est clair que présentement, là, il y a un phénomène planétaire. La langue internationale, c'est l'anglais. Et les gens vont connaître souvent leur langue d'origine, peut-être, et l'anglais si ce n'était pas l'anglais. À mon avis, notre défi, c'est de les convaincre, une fois que ça se passe ici, que le français, c'est une langue facile à apprendre, on leur facilite la vie, que c'est la langue commune. Et ça passe beaucoup par les enfants. Et on le sait, les enfants des immigrants, c'est une réussite, ils apprennent le français. Donc, à mon avis, on se priverait énormément de ressources stratégiques si on imposait la connaissance du français. Et du point de vue de la communauté d'affaires de Montréal, je vous dirais, il y aurait énormément de levées de boucliers. Sur les travailleurs étrangers temporaires, vous nous recommandez d'augmenter le nombre. Présentement, on est en négociation avec le gouvernement fédéral. Nous, on souhaite des assouplissements au programme de travailleurs étrangers temporaires, le déplafonnement du 10 que le Québec soit le seul à faire l'étude d'impact sur le marché du travail de façon à réduire les délais, de s'assurer aussi que la durée du permis de travail soit plus longue. Donc, très certainement, on accueille favorablement vos commentaires et puis on invite le gouvernement fédéral à comprendre le marché du travail québécois, la région montréalaise notamment, de façon à faire en sorte de répondre aux besoins de main-d'œuvre dans les différentes régions, particulièrement à Montréal aussi, parce que moi, je pense que c'est fondamental. À partir du moment où nous, comme gouvernement du Québec, on dit, écoutez, oui, on veut des travailleurs temporaires, ils vont s'intégrer, on va déployer les ressources pour les intégrer, pour les franciser. Il n'y a pas de raison que le fédéral dise non, on laisse la rigidité du programme. Votre allié dans ces représentations, on fait aussi des représentations auprès du gouvernement du Québec pour qu'on augmente le nombre d'immigrants permanents. Oui, j'ai bien saisi aussi. Et tel que je l'ai annoncé au moment de l'annonce de la baisse du seuil pour l'année 2019, il s'agit d'une baisse temporaire qui fait suite notamment à un engagement lors de la campagne électorale. Un des objectifs au niveau de la baisse du seuil, c'est de s'assurer, dans un premier temps, de réformer le système d'immigration, de revoir de la façon dont nos ressources en matière de francisation, d'intégration sont déployées pour mieux faire les choses. Et on aura une commission parlementaire en 2019, avant le 1er novembre, parce qu'on doit déposer le plan pluriannuel pour le 1er novembre. Et à cette occasion-là, les volumes pour les années subséquentes seront établis. Puis je vous invite aussi. J'imagine qu'on va se voir en commission parlementaire à ce moment-là. Avec plaisir. Bien, certainement. Alors, écoutez, je vous remercie grandement d'être venu ici. Je pense que mes collègues ont des questions à vous poser aussi. Merci. Est-ce qu'il y a des collègues du groupe formant le gouvernement qui désirent faire une intervention? Personne ne s'est signifié, Monsieur le ministre. Alors, je vous invite à poursuivre. Encore une fois, le député de Mégantic. Allez-y. Merci, Mme la Présidente. Quand on parle des entreprises, est-ce que vous croyez que ces entreprises-là doivent s'impliquer dans la façon d'intégrer les immigrants au Québec, autant au niveau social, francisation et compagnie?
Oui, la réponse c'est oui. Et clairement, pour nous, les entreprises ont des rôles à jouer à plusieurs niveaux. Le premier, sur bien s'équiper pour évaluer les CV des immigrants. Et c'est un défi pour les PME. Souvent, on accuse les PME d'être fermées à l'immigration. Je pense que dans bien des cas, c'est que des PME sont confrontées pour la première fois à un CV d'un immigrant qui a étudié à l'étranger ici. Et aussi qu'il y a une expertise ou une expérience qui était acquise uniquement à l'étranger. Et pour des PME, entre un candidat où je sais où il a étudié, je sais ce qu'il a appris, puis je sais même l'entreprise dans laquelle il a déjà travaillé, même s'il est moins qualifié, ce candidat local, souvent l'entreprise, par réflexe, va aller vers lui. Alors, donc, à notre avis, un des premiers défis qu'on a, c'est d'amener les PME à bien comprendre les CV des immigrants, à bien détecter le potentiel des immigrants. Deuxième, après l'intégration, appelons-la périphérique sociale, donc s'assurer que l'intégration des conjoints, bien comprendre les activités de l'organisation, si c'est en région, bien comprendre comment les activités sociales en région fonctionnent, de façon à ce que les immigrants et leurs familles se sentent bien intégrés. Le dernier point qu'on a soulevé à travers une étude qu'on a fait, et à notre avis, c'était la seule à ce moment-là, c'était sur le parcours des immigrants à l'intérieur des entreprises vers des postes de cadre. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les entreprises sous-investissaient dans certains apprentissages que les immigrants doivent faire, notamment sur le français. Des immigrants connaissant le français suffisamment pour obtenir un poste ne connaissent pas nécessairement la nuance requise pour obtenir des postes de cadre. Et les entreprises ont souvent le réflexe de donner des compléments de formation à leurs employés sur plein d'angles, et pas nécessairement sous l'angle de la francisation en vue d'obtenir un poste de cadre. Et d'autres besoins de formation additionnels qu'il peut y avoir. Donc, pour nous, la responsabilité des entreprises n'est pas seulement au niveau de l'intégration initiale, mais au niveau de l'accompagnement des immigrants à l'intérieur des entreprises pour qu'il y ait des cheminements à la hauteur de leur potentiel. Donc, oui, il y a une responsabilité des entreprises. Merci. Y a-t-il d'autres interventions de la part du groupe formant le gouvernement? Le député de Sainte-Rose, prenez la parole. Je vais tenter ma chance. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup pour votre présence. Est-ce que vous avez une idée, c'est quoi le profil typique d'un immigrant dont Montréal a besoin? Présentement, la réponse, c'est à peu près dans tous les profils. Les restaurants et des restaurants qui vont fermer. L'épicier, qui, pour ceux qui le connaissent, c'est un restaurant qui allait très bien, a fermé parce que le propriétaire trouve que ça ne finit plus d'essayer de trouver des personnes à remplacer dans soit la cuisine, soit la plonge. Les hôteliers, Montréal et le Québec, mais Montréal connaît une période touristique extrêmement faste. Et donc, toutes les industries qui tournent autour du tourisme sont en manque de candidats. Alors là, on est dans des travailleurs qui ont des compétences, je dirais, moins pointues, mais aller dans tout ce qui s'appelle les entreprises de technologie, les entreprises de pointe. Et là, on parle de travailleurs stratégiques, très qualifiés. Les besoins sont énormes. Il y a des besoins de travailleurs dans les écoles, dans les garderies. C'est clair qu'on le voit, il y a beaucoup d'immigrantes qui travaillent dans les garderies parce qu'il y a des besoins. Alors, le profil type, je dirais, c'est quelqu'un qui rêve de s'intégrer dans la société québécoise. L'immigrant, c'est un entrepreneur personnel en soi qui est prêt à changer sa vie. Et à ce moment-ci, sur tout le territoire de Montréal, il y a des pénuries de main-d'œuvre dans à peu près tous les secteurs. Donc, si j'entends bien, qu'il y ait des critères de sélection ou pas, c'est pas important. Non, ça va être important parce que les critères de sélection vont servir d'abord à identifier ceux qui ont une formation, qu'elle soit technique ou pas. On a eu une période où on embauchait des universitaires parce qu'on pensait que c'est ça dont on avait besoin. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans des domaines techniques, il y a des besoins particuliers. Le deuxième, c'est qu'il peut y avoir des emplois qui vont être fortement touchés par l'automatisation, la numérisation, éventuellement l'intelligence artificielle. Et là, on peut avoir des pénuries temporaires, mais qui vont éventuellement disparaître. Alors, encore là, et là, moi, je pense que le gouvernement devra faire du travail, de voir venir, penser aux compétences du futur. Parce que le défi, c'est que les entreprises vont investir dans l'éventualité où dans 5 ans, dans 10 ans, la main-d'œuvre va être là. Moi, je pense qu'on a besoin clairement d'identifier les compétences dont on a besoin et que les entreprises ont besoin. C'est dans tous les secteurs, mais c'est des compétences spécifiques dans chacun de ces secteurs. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions de la part du... Oui, j'invite le député de Rousseau à prendre la parole. Bonjour, M. Leblanc. Selon vous, c'est quoi les conditions qui vous apparaissent justifiées pour que les employeurs s'engagent davantage, bien sûr, dans l'intégration, mais plus particulièrement dans la francisation, sans bien sûr compromettre leur productivité, la productivité de leur entreprise? Bien, pour ce qui est des PME, c'est carrément de leur faciliter la vie. On le voit à travers notre programme de jumelage linguistique. Les commerces de détail n'ont pas de redondance. De dire ton employé en après-midi devrait aller prendre le français, là, c'est mettre la PME dans une situation très difficile. Et dans bien des cas, ces gens-là travaillent des longues heures et de penser que le soir, ils vont prendre sur leur temps de famille d'aller apprendre le français, c'est exigeant. Donc, leur faciliter la vie avec le plus possible des mesures d'enseignement, d'apprentissage du français sur les lieux de travail. Ça, c'est pour la PME. Donc, ça peut être le propriétaire qui c'est lui-même ou ça peut être quelques employés dans le petit commerce. Pour ce qui est des entreprises qui sont de taille plus importante, ce qui donne, à mon avis, le meilleur résultat, c'est d'informer le plus facilement possible, le plus fluidement possible ces entreprises-là sur les ressources qui sont disponibles, soit en entreprise, soit à proximité. On a eu d'autres programmes à la Chambre où on rendait cette information disponible. On travaillait à ce moment-là, entre autres, dans le cadre d'un comité avec des représentants des syndicats. Et je pense que dans cette mobilisation de tous les partenaires, il y a la clé du succès pour que ça ait lieu en entreprise. Mais je reviens, puis c'est exactement, je pense, le point que vous aviez, c'est plus c'est simple, plus les entreprises vont le faire. Ça ne veut pas dire que ça doit être gratuit, mais ça doit être simple. Et là, à ce moment-là, c'est de s'ajuster aux besoins de l'entreprise, parfois sur les lieux, à proximité des lieux, sur des horaires qui font l'affaire des entreprises, et elles vont le faire. 30 au groupe formant gouvernement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur le ministre? Je reviens parce que je veux éclaircir un point. Les acteurs terrain. Bon, premièrement, acteurs terrain. On parle des organismes communautaires, chambres de commerce. Je vais donner un exemple de ce qui a été frictionnel il y a 4 ans. Ça nous a pris 1 an pour ramener le gouvernement dans le droit chemin, selon nous. Le programme Interconnexion fonctionne avec des organismes terrain qui travaillent souvent dans les domaines d'employabilité de l'immigrant. Donc, identifient des immigrants qui ont des besoins, des immigrants qui sont déjà arrivés. Ils sont dans les communautés. Nous, notre programme trouve auprès d'entreprises des besoins non comblés puis fait le match. Pendant un certain temps, le gouvernement a décrété qu'il ne pouvait pas y avoir de double, appelons-le, financement pour le même individu. Donc, ça a été de dire à l'organisme terrain, la seconde où l'immigrant que tu as identifié bascule dans le programme Interconnexion, tu ne reçois plus de financement. Nous, on a dit au gouvernement, si vous faites ça, ce qui va se produire, c'est que l'organisme terrain va garder ses dossiers le plus longtemps possible, puis quand ils ne seront plus admissibles, là, va nous les transférer. Les fonctionnaires ont dit, ça ne se passera pas comme ça. On a perdu 92 % de nos référencements des organismes terrain. Ça s'est passé exactement comme ça. Et c'est... Dans le fond, les organismes disaient, moi, je ne veux pas perdre mon financement. Je ne veux pas perdre exactement ça. Je ne veux pas perdre mon financement. Je travaille avec ces gens-là, puis j'en ai besoin dans mes frais généraux, puis tout ça. Alors, le gouvernement, au bout d'1 an et demi, a dit effectivement, ça défait ce qui fonctionnait bien. Le coût du dédoublement, c'est entre 300 et 600 $ par personne qui, à un moment donné, est dans les 2 programmes. Je vous dirais, on a des chiffres sur le nombre de gens qui arrivaient de l'aide sociale, qui arrivaient de l'assurance chômage ou qui basculaient dans un emploi beaucoup plus payant et donc qui payaient plus d'impôts. Bref, le gouvernement recouvrait très rapidement les frais du dédoublement. C'est là où je dis, travailler avec les organismes terrain, c'est bien réalisé, qu'il y a des organismes qui travaillent avec ces gens-là au quotidien, qui identifient clairement les besoins, qui les accompagnent. Il y en a d'autres comme nous qui travaillons avec les entreprises et qui font en sorte que si c'est bien matché, c'est très fluide. Et moi, je pense que le rôle du gouvernement à ce moment-là, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas des dédoublements à l'infini, il n'y a pas de multiplication inutile d'organismes, mais que cette fluidité-là de la relation fonctionne bien. Et si on fait ça avec des indicateurs de résultats, on peut identifier les meilleures pratiques, obtenir les résultats qu'on veut. Tantôt, vous avez dit... Il reste 1 minute. Oui, rapidement. Il faut avoir le portrait des emplois disponibles rapidement. Mon collègue du travail est en train de faire une grande corvée, identifier tout ça. En lien là, avec le système d'immigration qu'on met en place sur Arima, là, bon, on se dirige vers un portail employeur pour que les employeurs aient accès directement. Est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on pourrait faciliter la vie des employeurs pour identifier leurs besoins puis par rapport à l'immigration? Moi, j'ai l'impression que travailler avec les employeurs via le portail, c'est une bonne partie de la solution. Je pense que je demanderais aux organismes comme le nôtre
de travailler en levant un petit peu plus le regard sur l'horizon. Les employeurs vont avoir le réflexe de parler de besoins immédiats. Il faut regarder un petit peu plus loin, puis je pense que le gouvernement pourrait lui-même dire à certains moments, via des mandats à des chercheurs, regardons ce qui vient dans 5 ans, dans 10 ans, pour que notre sélection immédiate ne soit pas juste en fonction des besoins immédiats. Et là, on serait à ce moment-là, à mon avis, sur une trajectoire très solide à long terme. Je vous remercie. Merci. Je cède maintenant la parole à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Alors, ça fait plus particulier de se voir à Québec. Donc, contente d'être pouvoir échanger avec vous. Alors, Monsieur Leblanc, un des mots que vous avez mentionné tantôt, c'est le devoir de lucidité. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué, ce devoir de lucidité-là. Lorsque vous voyez la transformation qui s'opère au niveau économique, j'en ai parlé plus tôt aujourd'hui, il y a véritablement une accélération des problèmes de pénurie de main-d'œuvre, mais une accélération de cet enjeu. On l'a vu dans les 2 dernières années, puis on dirait que chaque jour qui passe, on dirait qu'on a une couche qui s'ajoute. Moi, j'aimerais vous entendre sur cette accélération-là que l'on sent, et est-ce que vous sentez, tout comme moi, que là, on va arriver à un moment donné où on va vraiment arriver à un point de bascule si on n'est pas encore plus agressif aujourd'hui? Moi, j'ai confiance en nous, les Québécois. Ce que je pense, c'est qu'on est pris un peu de court par cette accélération-là, mais elle est réelle. Ce que vous décrivez là, moi, je le pense, c'est que de mois en mois, les signaux qu'on reçoit des entreprises sont des signaux de plus en plus inquiets sur les difficultés qu'ils ont de recruter. Je parle de Montréal International qui a annoncé ses résultats aujourd'hui, mais qui, dans la dernière année, je pense, a fait 14 missions à l'étranger pour recruter des talents dits très qualifiés. Et ça répond à des entreprises qui ont des besoins et qui cherchent par tous les moyens à aller trouver les compétences dont elles ont besoin, ces entreprises-là. C'est clair que, à mon avis, les Québécois, dans les régions, dans les entreprises, vont réaliser que c'est pas juste les emplois des immigrants ou les emplois futurs qui sont à combler, mais c'est qu'éventuellement, on va avoir besoin que les entreprises réinvestissent pour préserver les emplois existants. Et les entreprises ne vont réinvestir que si elles savent que dans quelques années, ils vont avoir les ressources dont elles ont besoin. Donc, le problème ou l'enjeu, il est immédiat. On doit trouver des façons de rassurer les entreprises que les travailleurs vont être présents en grand nombre, disponibles, bien qualifiés. Et l'immigration est un des éléments de la solution. Et est-ce que envoyer le message qu'on réduit le nombre d'immigrants est un message négatif à ce moment-là perçu par les entreprises présentement? Les entreprises m'ont toutes dit, Michel, peut-on s'assurer que c'est temporaire? Puis si temporaire, ça veut dire peu de temps, c'est pas la fin du monde. Donc, c'est vraiment un message qu'on dit. C'est si la question, c'est de dire, on est en transition, sur l'espace d'1 an, on veut s'assurer que les processus sont mieux enlignés. Et ce qu'on dit à tout le monde, c'est rapidement, on va réexaminer le seuil. Ce que j'ai des entreprises, c'est, bon, on va vivre avec ça. L'inquiétude des entreprises, il y a 2 choses. Le premier, ce serait tout ce qui dirait, dorénavant, on en veut peu, ou bien un message qui dirait, l'immigration, c'est un problème et non pas la solution. Et ce que j'entends maintenant, c'est qu'on est tous en train de reconnaître qu'avec des bons processus, l'immigration fait partie de la solution. Tout à l'heure, vous avez dit, on ne peut pas se passer de talent. Hein? Un talent en moins, c'est un talent qu'on perd. Dans les 18 000 dossiers dont on parlait, je sais bien que le premier ministre a annoncé plus tôt qu'il voulait traiter de manière prioritaire les gens dans le nouveau système ARIMA, mais la réalité, c'est que les mêmes gens savent très bien que c'est compliqué on a eu beaucoup de personnes qui nous ont dit à quel point c'était compliqué de fermer une demande, de recommencer, et le gouvernement s'expose à des poursuites comme on est présentement dans le cas qui nous occupe, où il y a effectivement une poursuite. Puis on nous a appris qu'il pourrait y en avoir d'autres. Dans ce contexte-là, est-ce que vous verriez que de toute façon, la solution, c'est que le plus rapidement possible, dans les 6 prochains mois, on soit en mesure de traiter les 18 000 dossiers d'une manière ou d'une autre, peu importe la... C'est ce qu'on a dit depuis le début. Dès que l'annonce avait été faite à l'effet qu'on n'allait pas traiter ces 18 000, la réponse que moi j'ai reçue du milieu des affaires, c'est si on ne les traite pas selon l'ancien système, on peut s'assurer qu'ils embarquent immédiatement dans le nouveau système? Pourrions-nous même reconnaître au moins ceux qui sont ici dans le nouveau système et faire en sorte qu'on regarde tout de suite leur déclaration d'intérêt? Et la perception du milieu des affaires, c'est qu'on va s'apercevoir que dans la très grande totalité de ceux qui sont déjà ici, on veut les garder.
Et dans ceux qui étaient à l'étranger, dans bien des cas, ils ont fait des investissements dans leur connaissance du français, dans leur préparation à venir, et encore là, possiblement que là-dedans, il y a des très bons candidats. Donc, l'idée, effectivement, moi, je n'arrive pas avec la solution sur est-ce que Arima permet de mettre une astérix puis qu'on sache que cette personne-là, il faut la traiter rapidement. Je ne le sais pas. Mais on devrait se fixer comme objectif que ces gens-là ont un accès extrêmement rapide et qu'on va être très efficace à traiter leur dossier. Efficace dans votre esprit, M. Leblanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 6 mois, c'est traiter l'ensemble de ces dossiers-là dans une méthode ou une autre? Ou c'est quoi très efficace? Est-ce que dans un an, c'est correct? Est-ce que dans 2, c'est très efficace, c'est que ça les rassure. Moi, je vais vous dire, hier, j'ai parlé à la Chambre de commerce, comme nous avons le programme Interconnexion, on détecte, nous, des immigrants très qualifiés qu'on embauche. On a un taux à la Chambre qui frise les 50 d'immigrants dans nos équipes. Et moi, j'ai une candidate à qui j'ai échangé hier qui est ici depuis 6 ans, qui était sur la base d'un permis travailleur temporaire ouvert et qui, il y a quelques mois, s'est fait dire que maintenant, ça serait fermé. Donc, ça veut dire que c'est seulement si elle garde son emploi à la Chambre et qui, là, vient d'apprendre que possiblement que ça va être retardé de nouveau. Et ce que je discutais avec elle, c'est qu'elle dit cette incertitude qui se prolonge est très dérangeante dans sa vie de couple, dans sa vie professionnelle. Et moi, c'est ça que je dis. Le 6 mois n'est pas si important si ces gens-là sont confiants qu'on va traiter ça rapidement. Que ça prenne 4 mois, 6 mois, mais on ne doit pas les laisser dans l'incertitude. Il faudrait à ce moment-là qu'on soit capable de leur garantir qu'ils vont avoir une réponse, peu importe. En fait, c'est ça que vous dites. Qu'on soit capable de dire aux gens qu'il faut qu'il y ait une échéance avec une réponse au bout du compte. Dans un monde idéal, très clairement. Et à ce moment-là, ce serait bon pour leur morale, peut-être pour leur productivité, et dans certains cas, qu'ils investissent ici, puis que ce soit clair pour eux que ça risque d'être ici. Aujourd'hui, là, on sait qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre. Aujourd'hui, vous êtes en lien avec le milieu des affaires. Vous devez entendre quotidiennement qu'il y a des projets qui ne se font pas ou qui sont retardés à cause des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Je ne me trompe pas quand je dis ça? Non, ça ne vient pas de commencer, là, ça fait quelques années. Et je le dis, c'est les entreprises qui doivent investir regardent à la fois. C'est des investissements qui vont être amortis sur plusieurs années, qui vont requérir des équipes sur plusieurs années. Et quand on demandait aux entreprises quelle est la grande force de la région métropolitaine, les entreprises nous disaient sa main-d'œuvre compétente, relativement bon marché, en abondance suffisante. Et quand on leur disait quelle est la principale inquiétude qui ferait que vous n'investiriez pas à Montréal, ils nous répondaient la main-d'œuvre. Parce qu'on n'est pas sûr si ça va être au rendez-vous dans 5 ans ou dans 10 ans en quantité suffisante. Alors, notre force, si on ne fait pas attention, pourrait devenir un frein. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le programme Interconnexion? Parce que j'ai pris connaissance de votre mémoire. On parle du nombre de personnes qui ont été impliquées, mais en termes de résultats, c'est 8 000 nouveaux arrivants. 8 000 personnes à travers le temps. Cette année, notre objectif était en termes de nombre de dossiers et d'un pourcentage qui était réintégré. Réintégré, ça voulait dire qu'il y avait un emploi ou qui allait chercher un cours complémentaire. L'immigrant, souvent, qui a envoyé son CV, n'a pas reçu de réponse quand il n'a pas été dans les 3-4 premiers. Donc, il ne sait même pas pourquoi il ne se qualifiait pas. Et là, Interconnexion, on leur trouvait des mentors, des coachs. Ils recevaient une première réponse en se disant, tu sais, si tu allais chercher ce cours-là, tu augmenterais considérablement tes chances. Donc, le 70 historiquement, c'était 70 de réintégration sur des volumes qui étaient autour de 1 000 participants. Donc, 700 par année. Là, maintenant, on est à 1 000 emplois par année. Donc, l'objectif, maintenant, que nous demande le gouvernement, c'est de prendre des immigrants qualifiés et pour 1 000 d'entre eux, leur trouver un emploi. On estime qu'on va traiter 2 000 dossiers pour arriver à ce 1 000-là. Donc, ça ne veut pas dire que sur les 1 000 autres, ils ne vont pas réintégrer des cheminements menant vers ces secteurs-là, mais c'est 1 000 immigrants qualifiés qui vont enfin, pour la première fois, avoir un emploi dans leur domaine de qualification. Quand on fait ça, on appelle des entreprises. Et c'est pour ça que je dis, si on s'occupait des étudiants étrangers et des conjoints de travailleurs temporaires, c'est le même téléphone qu'on ferait. Et j'invite souvent le gouvernement à être attentif parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Les départements de RH, ils reçoivent 7 téléphones de 7 organismes différents sur 7 demandes de besoins non comblés. Ça crée beaucoup de confusion. Moi, je dis, dans un monde idéal, on aurait un certain regroupement des possibilités.
Donc, on appellerait ces entreprises, on dirait, on a un bassin de travailleurs immigrants qualifiés, on a un bassin d'étudiants, ce n'est pas les mêmes types d'emplois, ça peut être des stages ou des emplois d'été ou des emplois durant les études, puis on a des conjoints de travailleurs temporaires qui sont disponibles. Et on pourrait le faire pour les entreprises de la région métropolitaine ou avec des organismes à l'extérieur dans les régions, trouver ces passerelles-là. Et donc, donc à ce moment-ci, notre objectif, c'est 1000 par année. On pense qu'on va le livrer. Puis est-ce qu'après ça, il y a des suivis sur ce qu'ils deviennent par la suite après les... Alors non. Et encore là, il y a quelques années, les fonctionnaires ont refusé de nous financer à travers le programme Interconnexion un budget de suivi. Donc, on savait dans les 2 premiers mois parce qu'on prenait contact, mais après, 6 mois après, on n'était pas capable de le savoir. Là, maintenant, on a le droit de faire un suivi dans les 6 mois parce que nos résultats admissibles sont dans les 6 mois à partir du moment où ils sont rentrés dans le programme. Donc, pendant 6 mois, moi, je peux vous dire qu'est-ce qui arrive à cet immigrant-là. 1 an après, je n'ai pas de budget pour normalement faire des appels puis aller monter des bases pour savoir est-ce qu'ils restent dans l'emploi, est-ce qu'ils ont une progression, quel est leur cheminement. Pour l'instant, je ne peux pas le savoir. D'accord, très bien. Je pense que c'est des choses qu'il faut renforcer, la question du suivi, puis de voir comment est-ce qu'on les finance. On a tendance à considérer ça comme étant secondaire, alors que souvent, c'est ce qui nous permet de nous améliorer par la suite. Peut-être une dernière question, et le sous-ministre me corrigera à un moment donné si je me trompe, mais est-ce que depuis 1er octobre, je pense qu'on n'a traité aucun nouveau CSQ dans le programme régulier. Parmi les 18 000 dossiers, il n'y a pas de CSQ qui a été émis. Aujourd'hui, on reprend l'étude des 18 000 dossiers. On espère qu'ils vont passer à travers la moulinette du système. Est-ce qu'à un moment donné, si cette année, mettons, on ne traitait que 3 000 dossiers, quel genre de message ça enverrait au milieu d'affaires, de manière générale? Moi, je rêve qu'on lance un message au milieu des affaires que la fonction publique ou les fonctionnaires sont incroyablement efficaces et performants. Ce que je pense, c'est que devant nous, on a un grand défi collectif d'amélioration de la performance de nos processus. Ça vaut pour des entreprises. On a des indicateurs de productivité qui ne sont pas nécessairement à la hauteur. Je pense que pour le milieu gouvernemental sur les immigrants, la question des 18 000, ça nous révèle qu'on a pris du retard historiquement qu'on ne devrait jamais prendre. Et là, à ce moment-ci, s'il faut revoir à la fois les processus, les individus, les façons de faire, faisons-le. Parce que le danger, c'est qu'on focus sur les 18 000 qui sont là, mais qu'éventuellement, on ait d'autres retards qui vont se générer. Alors, à la question, qu'est-ce que le milieu des affaires va voir, c'est un message, est-ce que la fonction publique est capable de livrer quand c'est une priorité et de s'accorder avec des processus efficaces? Plaisir. Il reste 3 minutes 30. OK. J'invite la députée de Bourassa-Sauvé à prendre la parole. Allez-y. Merci, monsieur, d'être là. Écoutez, il y a dans le nouveau projet de loi, dans ce projet de loi-là, on veut grever une condition à la résidence permanente. On veut grever des conditions à la résidence permanente. L'article 9 du projet de loi, on veut insérer un article qui s'appellerait 21.1. Vous parliez tout à l'heure, vous nous disiez, il faut faire attention à l'image, parce que si on donne l'impression qu'on est fermé, on perd des bons talents, on perd des immigrants pour le Québec. Durant les derniers jours, on a entendu beaucoup d'organismes communautaires qui nous ont dit que grever une condition à la résidence permanente, ce n'était pas une bonne idée, qu'il faudrait peut-être utiliser la carotte plus que le bâton. Mettre un test de français au bout de 3 ans, c'est pas nécessairement une bonne idée. Obliger un travailleur à rester en région puis il perd sa résidence permanente parce qu'il n'a pas pu rester en région, c'est pas une bonne idée. On a eu des juristes qui sont venus ici puis qui nous ont dit grever des conditions à la résidence permanente, c'est aussi une grave erreur. Ça va à l'encontre des chartes et puis en plus, ben le fédéral c'est pas très, très enclin à aller de l'avant avec ça, puis ça serait un mécanisme bancal qui fonctionnerait pas parce que ça serait au fédéral d'appliquer, de voir à ce que ces conditions-là soient appliquées, puis s'ils ne sont pas appliqués, c'est à eux de mettre le monde dehors et de leur retirer leur résidence permanente. Donc, ça ne fonctionnerait pas. Vous,
qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de grever une condition à la résidence permanente pour ce qui est d'un test de langue, d'un test de valeur ou d'un lieu où la personne devrait... Le signal qu'on préfère, nous, c'est un signal de société d'accueil qui va accompagner l'immigrant puis qui va y consacrer des ressources pour l'aider. Qu'à travers un processus qui serait sur une déclaration d'intérêt, on accorde de la valeur à l'immigrant qui est ouvert à aller vivre en région, à l'immigrant qui vient de l'étranger puis qui vivait déjà en région et qui signale que son attrait pour les grandes métropoles n'est pas un attrait tel que c'est sûr qu'il va se retrouver à Montréal. Je pense que ce serait tout à fait correct. Donc, qu'on y aille vers de l'intelligence au niveau de la sélection, qui reconnaissent les probabilités qu'un immigrant désire s'installer dans une ville à l'extérieur de Montréal ou carrément dans les milieux ruraux. Moi, je pense que c'est très correct. Ce qui est fatigant pour le milieu des affaires, c'est d'accueillir des immigrants qui seraient heureux d'être ici, qui répondraient à des besoins ici, et à qui on dirait, dans 3 ans, on va tester. Si tu ne réponds pas bien au test, on va te dire, on n'a pas besoin de toi. Si c'est sur cette rigidité-là qu'on s'en va, moi, j'ai l'impression qu'on va avoir des entreprises qui vont être déçues et peut-être être vocales dans le fait qu'il y a des gens qui font très bien l'affaire, qui s'intègrent bien du point de vue de l'entreprise. Il n'y a pas de raison qu'on leur signale qu'ils ne sont pas la bienvenue après un certain temps. Ça, j'ai l'impression que le milieu des affaires va être très mal à l'aise. Qu'on y mette des ressources, qu'on insiste sur le fait que c'est important, qu'on sélectionne en fonction de leurs aptitudes ou de leur volonté à aller dans les régions, à aller dans certains secteurs. Moi, je pense que le milieu des affaires va être très ouvert à ça. On est près de la fin. Oui, donc on les encourage, qu'on mette tous les moyens pour qu'ils apprennent le français rapidement et tout ça. Je dois céder la parole au député de Rimouski. Merci. Bonjour. Je vous confirme, c'est très intéressant de vivre à Rimouski. C'est vraiment, je vous le confirme, c'est très bon. Chez nous, aussi, il y a un problème de main-d'œuvre majeur qui est lié beaucoup au vieillissement de la population. C'est beaucoup des emplois de remplacement qu'il faut aller. Donc, on a besoin de l'immigration. Mais l'expérience nous dit chez nous que quand ça passe par Montréal, quand les immigrants arrivent à Montréal puis viennent en région, ils ne restent pas en région. On n'est pas capable. Il faut qu'ils arrivent en région. C'est pour ça que je suis un peu d'accord avec l'idée de mettre en priorité dans des grilles d'analyse, je ne sais pas s'il y a un emploi qui est collé en région, faire en sorte que la personne arrive en région. C'est de l'expérience qu'on a, c'est ce que les gens nous disent, que les expériences qu'on fait d'un déplacement de Montréal, de convaincre des immigrants qui sont à Montréal de venir s'installer en région, ça ne fonctionnait pas. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Puis, selon votre expérience que vous avez eue avec le programme que vous nous parliez tantôt, c'est quoi la formule gagnante? C'est quoi le portrait du meilleur porteur qu'on devrait avoir en région? Puis c'est quoi la formule gagnante? Puis je pense aussi de la culture, l'éducation, la vie communautaire. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Okay. Pour ce qui est du premier sur passer par Montréal pour aller en région, ça augmente le risque qu'ils reviennent sur Montréal. Moi, je dis souvent, bien candidement, convaincre des Montréalais d'aller vivre en région, des Montréalais de souche, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même des attraits à vivre en ville. Et j'ai l'impression qu'une partie de la réponse à votre question n'est pas tellement est-ce qu'ils aboutissent en région, parce que quelqu'un qui vivrait dans le pays d'origine, dans une grande métropole, qui risque de se ramasser à Rimouski, peut-être qu'il va être super heureux d'être à Rimouski, mais peut-être qu'il y a des réalités de grande métropole auxquelles il est habitué, qu'il va vouloir retrouver. Moi, j'ai l'impression qu'une partie de la réponse, c'est de regarder dans quelle mesure les immigrants qu'on va sélectionner viennent de villes de taille de Rimouski, viennent de ce genre d'écosystème. Ça, c'est le premier. Donc, c'est pas tellement d'arriver à Rimouski, mais c'est d'où on part. Qu'est-ce qu'on aime au départ? Ça, je pense que c'est un facteur important. Le deuxième élément, qui est quel est le porteur de ballon local qui serait le plus approprié pour faire des passerelles avec notre programme Interconnexion, c'est l'organisme local qui est le plus susceptible d'être capable de détecter les besoins des entreprises. C'est une chambre de commerce, c'est un autre véhicule, mais c'est l'organisme local qui dirait, moi, là, voici, j'ai 18 ou j'ai 204 entreprises où il y a des besoins non comblés, puis moi, j'aurais quelqu'un de chez moi qui dirait, OK, envoie-moi ça, puis c'est comme mes entreprises à moi, quand je vois des besoins non comblés, je vais essayer de trouver des CV qui correspondent. Et là, il faudrait trouver, dans le cadre du financement public, une solution pour les amener chez vous. Parce que moi, c'est facile dans ma région de dire, va voir telle entreprise. De l'envoyer à Rimouski ou d'en envoyer 10 à Rimouski, ils doivent se transporter, peut-être qu'ils doivent rester là, dormir là. Parce que ça m'amène à votre autre point, qui est de dire par la suite,
il y a un exercice de séduction, et je pense que de mieux en mieux c'est fait. Il y a des immigrants qui descendent à Rimouski pour remplir des postes. Qu'est-ce que vous leur montrez? Qu'est-ce que c'est la vie de Rimouski? Alors là, on est dans la grande séduction, là, mais qu'est-ce qui fait en sorte que eux, pour eux, tout simplement, ils reviennent à la maison et disent « OK, mon projet de vie pour avoir lieu à Rimouski ». Et moi, du point de vue du milieu des affaires, si c'est la solution qu'à travers le Québec, on voit les immigrants arriver, on intègre les immigrants, que collectivement, on voit tous à quel point ça peut bien se passer et qu'on a moins de crainte face à l'immigration, ça bénéficie à mes entreprises, ça bénéficie à Montréal également. Il vous reste 30 secondes. Je suis bien d'être bon. Vous dire, le rôle, il y a une commission des partenaires du marché du travail qui... comment vous voyez leur rôle là-dessus pour coller l'immigration à nos réalités? Je pense qu'ils ont un rôle très clair à jouer. Je pense que ça pourrait être un véhicule, comme je disais tantôt, pour essayer d'identifier, entre autres, des besoins à plus long terme, même les besoins à long terme. Dans la région métropolitaine, nous avons aussi un conseil emploi métropole qui vise à créer une dynamique métropolitaine sur l'emploi. Et c'est des véhicules, à mon avis, utiles. Je dois céder la parole. Merci. Monsieur Leblanc, je dois céder la parole au député de Laurier-Dorion. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. On a appris cette semaine que le système Arrima, qui reçoit des dossiers, mais qui n'a pas d'appel d'invitation, mais bref, qu'il va délivrer 400 certificats de sélection du Québec. Dans ce contexte-là, de 18 000 dossiers annulés, etc., est-ce que vous pensez que le système Arrima, pour cette année en tout cas, est en train de livrer la marchandise? J'aimerais pouvoir vous répondre intelligemment. Je n'ai pas suivi et je ne suis pas capable de vous répondre sur ce que permet de faire ou ne permettra pas de faire cette année le système Arrima. Ce que je sais, c'est que l'idée derrière le système Arrima et le fonctionnement d'un système par déclaration d'intérêt, nous l'appuyons complètement. Est-ce que l'outil lui-même est approprié? Là, je n'ai pas l'expertise. Et si l'outil ne permet pas de livrer, bien, il faudrait le revoir. Mais c'est clair dans notre esprit que, par opposition au système passé où on recevait des déclarations même pas déclarations, des demandes premier arrivé, premier servi, ça n'était pas optimal. Et une partie de ce qu'on a eu comme difficulté d'intégration, c'est qu'on avait des besoins non comblés, puis on avait des immigrants qui arrivaient, puis il y avait un misfit en partie. Puis il y avait des difficultés aussi avec la société d'accueil qui s'organisait mal, puis peut-être un petit peu de résistance en entreprise. Là, on est en train de corriger ces morceaux-là. Le système de déclaration d'intérêt va permettre, à mon avis, à notre avis, des meilleurs résultats. Maintenant, Arrima comme tel, je vais laisser les spécialistes répondre sur les capacités ou non du programme, du système cette année. On a beaucoup parlé dans le passé, ça a disparu un peu du décor, la question de la reconnaissance des compétences, des diplômes, ça fait partie d'un processus d'intégration, en tout cas, intégration en emploi, à tout le moins, leur réussite. Qu'est-ce que vous avez à dire? Nous sommes sortis à plusieurs reprises de façon très critique des ordres professionnels à la demande du milieu des affaires à une époque où on sentait qu'il y avait une non-reconnaissance du problème, non-reconnaissance du problème de reconnaissance des diplômes. Maintenant, j'ai une approche qui est beaucoup plus positive et je dis à tout le monde, regardons ce que fait l'Ordre des ingénieurs du Québec, qui a mis en place un système par lequel ils sont engagés à traiter 75 % des demandes de reconnaissance à l'intérieur de 9 mois. Nous, quand on voulait que ça s'améliore, on demandait à l'intérieur d'1 an. Je sais que l'Ordre des comptables agréés aussi a grandement amélioré ses capacités de traitement des demandes d'équivalence. Et moi, j'invite le gouvernement à identifier les meilleures pratiques que ces deux organismes-là viennent de définir et à regarder tous les autres organismes et à leur demander d'implanter d'ici 1 an des processus qui vont donner des résultats équivalents. Ce que l'Ordre des ingénieurs a montré, c'est que quand on prend ce dossier-là, qui est la reconnaissance des diplômes, et qu'on dit qu'on va régler le problème, c'est possible au Québec et c'est très bien fait. Alors, on a un exemple de meilleure pratique, construisons sur cet exemple-là. Il vous reste 1 minute. Concernant les programmes J'apprends le français, parlez-nous un petit peu plus, là, ça apparaît dans votre... L'idée, c'est qu'on va sur des rues commerçantes. La première a été Côte-des-Neiges, on est dans 6 arrondissements à Montréal, plus une antenne sur la Rive-Sud et à Laval, et à Sherbrooke aussi. On va dans des commerces où le commerçant ne parle pas le français. Et là, on lui propose de lui jumelage linguistique. Souvent, c'est un étudiant de maîtrise à l'université dans un domaine, traduction, enseignement du français, etc., qui va venir sur les heures du commerce à chaque semaine discuter
pendant qu'il travaille et lui apprendre le français lié à sa tâche, lié à son travail. 3 mois, il y a une évaluation qui est faite au jour 1. Les universitaires ont des moyens de mesurer la progression, puis à la fin du 3 mois, on est capable de voir la progression et de le mesurer. Dans bien des cas, ils partent de tellement loin qu'il va peut-être y avoir besoin d'un autre 3 mois additionnel. Monsieur Leblanc. Mais ça donne des résultats, ça fonctionne. Je vous remercie pour votre contribution aux travaux de la commission. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre au prochain groupe de prendre place.